C'était la nuit de Noël, et soudain dehors, un bruit éclata. Je courus à la fenêtre, et là, sous la clarté de la lune, apparut un minuscule traîneau tiré par 8 rennes. Un petit cocher, vif comme l'éclair. En un instant, je compris, c'était Saint-Nicolas. Un destin extraordinaire pour ce saint devenu le plus populaire du monde en ce jour de Noël où nous célébrons pourtant une mort. Personne ne saurait dire quand naquit ce Lycien, évêque de Myre au IVe siècle, mais s'il y a bien une date qui continue de faire vibrer nos enfants chaque année, c'est celle de son dernier souffle, le 6 décembre 343. Un repère symbolique qui marque le calendrier d'un événement annuel et bien plus encore car c'est aussi l'origine d'un mythe presque institutionnel, celui d'un homme qui protège les plus vulnérables, qui aide les jeunes filles sans dot, qui sauve les marins en perdition, qui libère les prisonniers injustement condamnés et surtout celui qui rend la vie à 3 enfants promis à une mort certaine. Des histoires fondatrices nées du vivant de cet homme et qui ont permis de faire émerger un saint pour l'Église, mais aussi un symbole d'espoir et de joie pour des milliers d'enfants. Alors levez les yeux vers les étoiles car c'est le moment de regarder au-delà de la nuit scintillante et de découvrir le ciel d'un homme qui n'a jamais su qu'un jour il serait au centre d'un mythe universel. Le glas sonne sous une triple conjonction, Soleil, Mercure, Neptune en Sagittaire. C'est une signature presque prédestinée pour une mort qui devient une date et pour un saint dont l'histoire commence réellement après son dernier souffle. Cette configuration donne d'emblée une couleur particulière, presque un petit humour céleste, comme si toute célébrité légendaire devait naître avec un décor aussi théâtral. Et je vous explique pourquoi. Saint-Nicolas est d'abord vénéré localement, dans les frontières de sa région. Puis l'histoire va commencer à circuler. Jupiter, en carré à notre conjonction Soleil, Mercure et Neptune, même si l'orbe est un peu élargi, donne une impulsion suffisante pour que la rumeur prenne la route. C'est ainsi, avec les premières vitae, que le voyage va commencer. Au IVe siècle, les récits passent d'un monastère à l'autre, d'une mission à l'autre. Et chacun va porter une partie de la vie du saint et va contribuer à diffuser son image bien au-delà de l'endroit où il a vécu. Saturne, installé dans son signe au sommet de sa montagne capricornienne, joue ici un rôle assez essentiel, puisqu'il fixe la mémoire, il donne au récit le temps de s'installer, mais il transforme surtout une rumeur en tradition. Ce qui permet de créer un socle qui fait écho avec la lune en Capricorne, sextile à Jupiter, qui permet d'apporter une force féconde et généreuse au récit. Et c'est un principe qui va nourrir et populariser la tradition naissante et surtout qui donne l'élan pour se transmettre. Mercure, qui est en semi-carré à Saturne et en carré à Pluton, en plus de sa conjonction à Neptune, apporte la tonalité religieuse, mais aussi intérieure, presque secrète, sous ses influences plutoniennes, comme si une part de l'histoire devait finalement rester voilée. On sent bien que ce Mercure-Pluton ne dit pas tout, mais c'est l'ensemble de cette configuration qui va permettre finalement aux reliques de gagner l'Occident et d'y demeurer suffisamment longtemps pour qu'au Moyen-Âge, le terrain soit prêt et qu'une véritable construction symbolique se forme autour de ce personnage. C'est d'ailleurs à ce moment-là que des élites passionnées se mettent à façonner un mythe complet, un protecteur des marins, un intercepteur pour les prisonniers, un repère pour les marchands et surtout une figure bienveillante pour les enfants. Et c'est dans ce contexte que la légende des 3 enfants du Saloir apparaît en France et en Allemagne, et c'est ça d'ailleurs qui va sceller le lien entre Saint-Nicolas et l'enfance. Alors pour vous la faire courte, c'est l'histoire de 3 enfants qui partent glaner au champ et qui croisent sur leur route un boucher qui les invite à entrer chez lui. Ils acceptent et là, il les assassine. Il va les découper et les mettre dans un saloir avec l'idée de vendre leur viande. C'est à ce moment-là précis que Saint-Nicolas arrive dans la région pour rendre visite au boucher. Immédiatement, il comprend ce qui s'est passé et lui demande de voir le saloir.
Il prie, il bénit le tonneau et c'est ainsi que les 3 enfants, nous dit-on, se relèvent vivants. Inutile de vous dire que ce récit va très vite faire du bruit. Elle devient presque un thriller à succès porté par l'énergie tonitruante d'une lune en carré à Mars au point de se transformer en un véritable best-seller médiéval. L'histoire se répand dans une partie de l'Europe médiévale et donne naissance à la fête de Saint-Nicolas du 6 décembre. C'est aussi l'occasion de récompenser les enfants sages par la distribution de quelques bonbons et de rappeler les limites aux plus turbulents grâce à la figure du père fouettard qui n'est autre que notre boucher de l'histoire. À partir de là, le mythe est lancé et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre puisqu'elle traverse à nouveau les frontières et arrive aux Pays-Bas où le Saint-Pieux devient Sinterklaas. Là-bas, on le représente comme un évêque venu d'Espagne qui débarque d'un navire le 5 décembre au soir pour prendre symboliquement la place du roi. Et ça fonctionne puisque c'est le début d'une mémoire collective, comme si on venait enfin donner une place à un enfant qui jusque-là n'en avait pas vraiment. La légende continue de grandir, de s'arrondir et de s'adoucir, puisque sous la coupe de Jupiter, si l'idée de départ était plutôt saturnienne, elle commence maintenant à prendre une couleur beaucoup plus jupitérienne, plus expansive, oui, mais surtout plus optimiste. Et là, il faut quand même regarder à nouveau le ciel, parce qu'on a 2 T carrés en signe mutable qui accompagnent tout ce mouvement. C'est cette dynamique mutable qui fait évoluer l'histoire et qui va lui permettre de se transformer, de se modeler, de s'imprégner directement du bassin culturel dans lequel elle arrive. Donc avec la Vierge, le Sagittaire et les Poissons, on est dans des énergies qui s'ajustent, qui diffusent, qui absorbent même, et c'est un mythe qui s'adapte naturellement à l'humanité qu'il traverse, puisque d'un côté, on a Jupiter, Neptune et Pluton qui donnent la profondeur du récit, son magnétisme et la manière dont il résonne dans l'inconscient collectif. Et puis de l'autre, on a le langage de la plume, la transmission portée par la conjonction Soleil-Mercure en Sagittaire qui lui donne une force de diffusion incroyable. Et c'est cette combinaison qui pousse cette histoire à voyager, à traverser les mers et à changer de forme selon les cultures jusqu'à ce que les colons néerlandais l'emmènent à New Amsterdam au XVIIIe siècle. À son arrivée dans le Nouveau Monde, l'ancienne New Amsterdam retire le manteau de sévérité de notre Saint-Nicolas pour en faire un personnage beaucoup plus bienveillant. Sous l'influence de Neptune, le mythe se réinvente et sous celle de Mercure, les mots se transforment. Donc Sinterklaas, trop compliqué à prononcer, glisse dans la langue anglaise et s'adoucit pour devenir Santa Claus. C'est ainsi que le Saint-Pieux s'adapte au temps moderne et change son manteau sous l'air rafraîchissant d'Uranus qui ouvre la société à la modernisation. Soleil-Mercure en sesquicarré à Uranus fraîchement découverte, tous les facteurs sont ici réunis pour moderniser l'image d'austérité religieuse et coller à l'ère industrielle et la mondialisation. Parce que c'est vrai qu'un Mars en trigone Soleil-Mercure montre bien que cette histoire a toujours été poussée par une force dynamique et pionnière pour que le mythe régional s'octroie une place de conquérant jusqu'à New Amsterdam. Dans ces conditions, c'est sûr que bouleverser les préceptes pour renaître dans un nouveau costume, barbe blanche haute, reine et traîneau, et une tournée des cadeaux un 25 décembre ne semble plus si extravagant. C'est ainsi que The Night Before Christmas, publié le 23 décembre 1823 dans le Troy Sentinel de New York, va fixer une nouvelle date symbolique. Un nouveau costume, une nouvelle histoire est née et avec elle un personnage qui n'a plus rien d'un saint.